Il y a un contraste absolu qui frappe d'emblée quand on se penche sur la documentation de notre exploration du jour. Ah oui, le grand écart est juste vertigineux. C'est ça. D'un côté, on a l'image d'un jeune médecin de 28 ans qui fut une dictature sanglante dans les années 60. Il revient des décennies plus tard dans un pays où une ville de 60 000 habitants ne compte que 5 médecins pour survivre. Ouais, 5 médecins, c'est terrifiant. Et de l'autre côté, on a la réalité de 2026, donc 40 ans plus tard. Et là, même l'idée de se rendre dans un hôpital est devenue mortelle, en fait. Bah oui, parce que des coalitions armées contrôlent la quasi-totalité des rues de la capitale. Exactement. Donc aujourd'hui, la mission de cette plongée au cœur des sources, c'est d'analyser ces 40 années d'histoire haïtienne, de 1986 à 2026. On va essayer de décrypter comment une nation entière est passée de l'immense espoir de la chute des Duvalier à ce que les rapports qualifient d'anarchie démocratisée. Et c'est un terme fort. Mais pour saisir l'ampleur de cette trajectoire, faut vraiment écarter l'idée d'une ligne droite, tu vois. C'est pas une simple chute lente vers le chaos. C'est plutôt un cycle, non? Voilà, c'est un cycle implacable. Les archives, les rapports diplomatiques et surtout ce documentaire audio intime qu'on a analysé, tout ça dessine une boucle de faux espoirs, une destruction institutionnelle et une violence qui mute en permanence. Et la diaspora se retrouve piégée là-dedans, en fait. Ouais, éternellement piégé dans un espace de transition douloureux, déchiré entre l'envie charnelle de rentrer au pays et l'impossibilité matérielle d'y survivre. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que pour comprendre les racines de la terreur actuelle, les sources nous imposent de ressentir l'euphorie de 1986. C'est indispensable, ouais. Faut mesurer le sommet de l'optimisme pour comprendre la chute. Totalement. Et notre analyse s'appuie beaucoup sur ce fameux documentaire audio. C'est le journal intime d'un médecin haïtien exilé au Canada. Il avait fui la répression féroce de Papadoc et passé 21 ans à Montréal. C'est ça. Et dans l'audio, il raconte un truc hyper touchant. Pour survivre psychologiquement dans le froid canadien, il s'était formellement interdit toute nostalgie. Ah ouais, un vrai mécanisme de défense, quoi. 6. Sous la pression populaire, le fils du dictateur, Baby Doc, s'enfuit dans un avion américain. Et là, dans l'enregistrement, on entend littéralement ses digues émotionnelles céder. C'est l'explosion de joie totale. Il raconte le retour du drapeau bleu et rouge dans les rues qui remplace le noir et rouge de la dictature. Ouais, et ce retour du drapeau bicolore, c'est pas qu'un détail esthétique, hein. C'est vraiment la réappropriation de l'identité nationale. Et ça s'accompagne de ce phénomène que les Haïtiens appellent le déchoucage. Le déracinement. Voilà. Après 29 ans de silence forcé, la population essaie d'extirper toutes les traces du régime. Ils ciblent les fameux tontons macoutes. Cette redoutable milice paramilitaire, c'est ça, hein? Tout à fait. C'était le bras armé de la dictature. Donc il y a cette volonté viscérale d'effacer les bourreaux de l'espace public. Sauf que nos rapports historiques montrent que ce déchoucage n'a jamais été achevé. Le médecin rentre, il vit des moments bouleversants, il retrouve ses vieux potes de lutte étudiante, Comme ce monsieur Guillaume Gouin, son ancien prof de maths. ouais, qui lui donnait 25 centimes pour des bonbons, c'est super émouvant. Mais politiquement, l'espoir est déjà confisqué. La junte militaire qui prend le pouvoir, avec des gars comme Henri Namphy ou Alix Sinéas, c'est des hommes de l'ancien régime. Ah Sinéas était ministre sous Duvalier, donc oui. En fait, c'est comme si on essayait de désherber un jardin hyper toxique en arrachant juste les feuilles. C'est une super analogie, ouais. Tu vois, on coupe ce qui dépasse, on célèbre le champ dégagé, mais on laisse les racines empoisonnées enfouies dans le sol. Donc c'est pas des fleurs qui poussent après, c'est des ronces mutantes. Et c'est exactement ça, cette mutation, c'est la clé de voûte des 40 années suivantes. La transition démocratique, elle échoue dès le premier jour parce que l'armée et les milices n'ont jamais été désarmées. Les armes sont restées là. Bah ouais. Et les acteurs politiques ont très vite compris qu'ils pouvaient privatiser cette violence. Ils ont armé des jeunes dans les quartiers pour intimider des rivaux ou manipuler des élections. Donc les germes des gangs actuels viennent de là, de cette incapacité à instaurer un monopole légal de la violence. Tout à fait. Et ça nous amène à examiner comment la violence a changé de visage au fil du temps. Ouais, parce que dans le documentaire, il y a ce témoignage glaçant de Papa Loco, un survivant de la prison de Fort-Dimanche. Fort-Dimanche, c'est 30 000 morts sous les Duvalier, c'est effroyable. Il raconte comment il est descendu à 40 kilos. Enfin, c'est dur à entendre, mais ça illustre une violence très spécifique, une violence d'État. C'est ça la différence. Sous la dictature, c'était brutal, mais c'était institutionnalisé, dirigé vers des cibles précises. Les opposants politiques, les journalistes, les étudiants. Voilà, ça avait une logique macabre, mais on pouvait identifier les contours.
Alors que si on regarde les données géopolitiques de 2026, Ah bah le contraste est saisissant. totalement, l'architecture de la terreur s'est inversée. Les petits groupes armés des années 90 se sont émancipés. Aujourd'hui, on parle de coalition paramilitaire. Les sources parlent beaucoup du G9, non? Le G9, exactement. Une alliance de gangs lourdement armés qui contrôle plus de 80% de Port-au-Prince. Et le pire, c'est leur autonomie financière. Ils ont plus besoin des politiciens. C'est ça. Ils se financent par l'extorsion, le contrôle des terminaux pétroliers et bien sûr les enlèvements. Et le bilan humain. Entre mars 2025 et janvier 2026, on parle de plus de 5500 morts. Ce qui explique cette expression des analystes qui m'a vraiment fait tiquer, l'anarchie démocratisée. C'est un terme très fort. Mais c'est un oxymore terrifiant en fait. Est-ce que ça veut dire que la violence est passée d'un monopole d'État à une sorte de marché libre de l'horreur où n'importe qui peut être victime? Tu as tout compris. C'est exactement ça. Il n'y a plus de profil type. Une vendeuse de marché, un écolier, n'importe qui peut être enlevé. Et cette absence de zone sûre rend l'anarchie encore plus suffocante que la dictature pour le citoyen ordinaire. Parce que la menace est permanente et aveugle. Exactement. Et cette suffocation, elle est maintenue par un écosystème très précis qui dépasse largement les quartiers pauvres. Ah oui, parce que ces gangs, ils apparaissent pas par magie. Faut bien que l'argent et les armes viennent de quelque part. Voilà. Et pour comprendre ça, faut regarder au sommet de la pyramide. Les enquêtes de nos sources détaillent une complicité systémique des élites économiques. Des gens qui ont souvent une double nationalité, américaine, française ou canadienne. Les fameuses élites intouchables. Ouais. Et là, on ne parle pas de petite corruption de bureau. C'est décrit comme du crime organisé, des fonds publics siphonnés, des douanes poreuses qui laissent passer des armes lourdes. Et les sources soulignent aussi un facteur sociologique hyper important là-dedans. Le colorisme. C'est crucial. C'est un héritage colonial direct. Une petite élite, historiquement à la peau plus claire, maintient une barrière de classe ultra stricte face à la majorité de la population à la peau plus sombre. Ils freinent le développement pour garder leur monopole, c'est ça? C'est exactement ça. Ils font fortune sur un marché captif, l'importation de produits de base. Ils réinvestissent rien dans l'éducation ou les infrastructures. En fait, l'image qui me vient, c'est comme un immeuble où les proprios vivent hyper confortablement à l'étranger. Ouais, très bonne image. Et pour être sûr que les locataires s'organisent jamais pour exiger des rénovations, ils financent secrètement des pyromanes pour mettre le feu au rez-de-chaussée. C'est glaçant, mais c'est tout à fait la dynamique. On maintient la panique pour garder le contrôle. Et le rouage essentiel, c'est la fuite des capitaux. L'argent part dans des banques occidentales ou dans l'immobilier de luxe à Miami ou Paris. Donc le système financier international est complètement complice en acceptant cet argent sale sans broncher. Indirectement, oui. Il offre la porte de sortie dorée. Et cette mécanique toxique entre élite locale et acteurs internationaux a trouvé son point d'orgue tragique avec le séisme de 2010. Ah, l'ère post-séisme. Le pays est en ruine totale. L'aide internationale arrive par milliards. Et on organise des élections. Et c'est là que les faits rapportés sont dingues. Les premiers résultats donnent Jude Célestin et Mirland Manigat au second tour. Mais la communauté internationale s'en mêle. Ouais, surtout l'OEA, l'Organisation des États américains. Ils envoient une mission et, sous la pression, ils écartent Célestin pour mettre le troisième, Michel Martelly, alias Sweet Mickey, au second tour. Et sans même faire de recomptage complet des bulletins, faut le préciser. C'est fou. Comment une organisation étrangère peut faire plier un conseil électoral souverain? Le pays était sous perfusion. Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, se rend sur place. La menace de geler les fonds de reconstruction a fait céder les institutions. Et Martelly gagne avec une participation ridicule, genre 15 à 17%, parce que les gens étaient dans des tentes et mouraient du choléra. C'est ça. Et là, faut vraiment garder une stricte impartialité factuelle, parce que les sources listent des controverses très lourdes. Pendant que Bill Clinton coprésidait la commission de reconstruction, son frère, Tony Rodham, obtenait un siège dans une société minière VCS Mining. Pour un permis aurifère, ce qui est très rare en Haïti. Voilà. Alors, les défenseurs disent que c'est une coïncidence, qu'il n'y a pas de complot, juste une gestion maladroite. On n'est pas là pour juger, mais les rapports montrent que cette perception d'ingérence a brisé la confiance publique. Surtout qu'avec Martelly, qui s'assumait lui-même comme un bandit légal dans un documentaire, ça a été le festival. Élections repoussées et surtout le scandale Petrocaribe. Le plus grand scandale financier de leur histoire moderne. Faut qu'on explique ça, parce que c'est massif. Petrocaribe, en gros, c'était le Venezuela qui vendait du pétrole pas cher à Haïti. L'État revendait au prix du marché et la marge devait financer des hôpitaux et des routes. Des milliards de dollars, en théorie. Sauf que cet argent s'est évaporé. Contrat fantôme, surfacturation. Les poches de l'élite se sont remplies au lieu de construire l'avenir. Ce serait trop facile de blâmer uniquement les étrangers.
Ouais, il n'y a pas un cerveau maléfique extérieur qui tire toutes les ficelles. Exactement. L'ingérence étrangère, c'est plutôt de la gestion de chaos à court terme. Mais ça n'aurait jamais pris racine sans l'élite locale qui refusait de réformer la Constitution de 87 pour garder ses privilèges. C'est l'addition des deux qui a fait imploser le pays jusqu'à l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. C'est le vide institutionnel total, ouais. Et tout ce théâtre sommet, ça nous ramène à la base, au coût humain. Si on reprend le documentaire, notre médecin en 86, il va dans sa ville natale, d'Écueil. Et là, c'est la douche froide. La ville a gonflé à 60 000 habitants, mais il n'y a que 5 toubibs et 0 psychiatre. Et là, il craque. Il réalise qu'un retour définitif est impossible. Il doit repartir en exil. Et si on fait un saut en 2026, c'est 1000 fois pire. On a 1,4 million de déplacés internes. Les gens fuient la terreur, ils ont faim. Il y a bien ce conseil de transition qui promet des élections, avec même le vote de la diaspora, mais ça résout rien si à vie. Bah non, voter depuis Paris ou Miami, ça te permet pas de rentrer physiquement si les gangs tiennent toujours les rues. Sans un miracle sécuritaire, le retour des capitaux et des cerveaux est impossible. Les sources disent même qu'une nouvelle génération s'apprête à mourir en exil. C'est une imputation permanente des forces vives de la nation, c'est terrible. Ce qui nous amène à la synthèse de tout ça. On est passé de l'euphorie folle, du déchoucage en 86, à cette tragédie d'un pays pris en otage par des gangs, avec la complicité des élites et des erreurs internationales monumentales. Et ça soulève une réflexion philosophique assez dingue, je trouve. Si pendant 40 ans, les esprits les plus brillants d'un pays construisent leurs familles et leurs entreprises à l'étranger, où s'arrête l'État physique et où commence la nation virtuelle? Ah ouais, est-ce qu'on peut reconstruire un pays de l'extérieur vers l'intérieur, en fait? C'est la grande question. À l'ère moderne, est-ce que c'est seulement possible? C'est une réflexion hyper puissante à garder en tête. Ça prouve qu'il n'y a pas de diagnostic simpliste face à l'effondrement d'une nation. En tout cas, on espère que cette analyse vous donnera matière à réfléchir. Continuez à explorer les sources avec curiosité et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les archives.